Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler ou reparler de sécurité des chaînes d'approvisionnement avec Maxime Rinaudot. Bonjour Maxime. Bonjour. Et Thomas Chauchefoin. Bonjour Thomas. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Étienne Ladan. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Thomas, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors, Thomas Chauchefoin, SwapJS sur Mastodon, IRC, tout ça. Sans rentrer dans une bibliographie, j'ai commencé chez Synactive où j'ai rencontré Maxime. Donc ça, c'était il y a déjà 4-5 ans. Après, j'ai un peu aidé à monter l'équipe de recherche et développement offensif chez Sonar. Et maintenant, je suis chez Bentley Systems. Donc rien à voir avec les voitures, c'est de la CAO pour de l'infrastructure et du génie civil. Maxime ? Bonjour, moi je suis Maxime Rinaudot, je suis le cofondateur d'une société de sécurité informatique qui s'appelle Fenrisk, où on fait de la sécurité offensive. Donc moi j'ai commencé ma carrière au ministère des Armées, où j'ai passé quelques années, et ensuite j'ai bougé à Synactive, où j'ai rencontré Thomas et mon nouvel associé, du coup. Et puis voilà, on a décidé de créer Fenrisk et de se lancer dans l'aventure. Alors Maxime, en préambule, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer ce qui caractérise une attaque sur une chaîne d'approvisionnement ? Oui, très simplement, une attaque sur une chaîne d'approvisionnement, qu'on appelle aussi supply chain, c'est des attaques qui ont une particularité qui les distingue des autres. C'est des attaques où la cible et la victime sont des entités différentes. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer non pas à notre cible, mais à un fournisseur logiciel de notre cible. Et donc le principe, c'est qu'on va compromettre le fournisseur logiciel de notre cible en attendant du coup que notre cible tire des paquets, tire du code, tire des dépendances logicielles dans son propre réseau et devienne vulnérable puisqu'on aura compromis ces dépendances logicielles au cours de notre attaque. Alors, il y a des attaques de ce type qui ont eu un retentissement important. Par exemple, la librairie XZ. Est-ce que tu peux nous resituer ce qui s'est passé ? Oui, alors il y a quelques attaques ces dernières années qui ont été identifiées au niveau des chaînes d'approvisionnement. On en a repéré quelques-unes. Il faut voir que ces attaques-là, c'est uniquement les attaques qui ont été repérées. Donc on ne peut pas dire que c'est une liste exhaustive. On en a repéré sur, par exemple, des miroirs comme ceux de Gentoo, qui est une distribution Linux, qui en 2003 a vu un de ses serveurs miroirs qui a été compromis. Il y en a eu certaines sur kernel.org. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'organisme qui gère le développement du noyau Linux, qui en 2011 du coup a vu un de ses serveurs compromis également. On en a vu chez Linux Mint aussi. Donc Linux Mint, c'est une autre distribution qui en 2016 a vu certaines de ces images ISO qui ont été compromises et qui ont été distribuées du coup à leurs utilisateurs avec des backdoors. Les images ISO, donc, c'est des images qui permettent d'empacter une distribution Linux et de la distribuer à ses utilisateurs de manière très schématique. Et donc, il y en a une qui est récente, une attaque supply chain qui est récente, qui s'appelle donc sur la librairie XZ, donc qui est une librairie dont dépendent les distributions Linux. C'est une librairie qui est développée par quelques développeurs et dont le code source est disponible sur GitHub. Et donc, on s'est rendu compte que, alors c'est assez fortuit, c'est je crois un développeur de Microsoft qui, faisant des tests sur une partie de Linux, s'est rendu compte qu'il y avait un problème de mémoire, quelque chose qui collait pas avec ce qu'il avait l'habitude de voir. Et comme ça doit être quelqu'un d'acharné, il a investigué et il s'est rendu compte qu'il y avait un problème de gestion de mémoire sur la librairie XZ qui du coup avait je crois une fuite mémoire, quelque chose comme ça. Et donc en investiguant, il s'est rendu compte qu'en fait le bout de code responsable de ce problème-là était un bout de code qui n'avait pu être laissé que volontairement. Et donc après investigation, on s'est rendu compte que le mainteneur du dépôt de la lib XZ était en fait une personne qui avait pris la main sur ce dépôt-là au fil des années, qui était rentré comme développeur et avait fini par devenir mainteneur et s'en était servi pour pousser du code malveillant. Et donc ce code, il avait une particularité, c'est que il permettait de contourner le système d'authentification sur le protocole d'administration des machines Linux qui s'appelle SSH. Et donc une personne qui
qui étaient en connaissance du secret de la backdoor, pouvaient se connecter aux machines via SSH en dépit de toute authentification, en dépit de tout compte, de la possession de tout compte sur la machine. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça? Déjà, d'une part, on peut tirer une conclusion, c'est que c'est un type d'attaque qui est extrêmement long, qui est extrêmement coûteux en ressources. C'est-à-dire que c'est un type d'attaque qui, globalement, nécessite de mobiliser un développeur pendant 3 ans, puisque là, ça a été le cas, avec aucune certitude quant à la réussite finale de l'attaque. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, le responsable de cette attaque a vu sa backdoor fonctionner pendant tout juste 1 mois, avant d'être repéré et que le code soit tout simplement inversé, soit revert. Et donc, tout simplement, on s'est demandé, est-ce que ce serait possible de mener ce type d'attaque sur une distribution Linux majeure, tout en gardant ce type d'attaque à la portée de personnes dans leur garage, entre guillemets, c'est-à-dire tout simplement en n'étant pas un groupe constitué, en n'étant pas un groupe qui a des moyens. Voilà, c'est-à-dire que pour être en mesure de mener l'attaque qu'il y a eu sur XZ, il est bien évident qu'il faut avoir des moyens qui sont considérables, et on a essayé de mener cette attaque sur une distribution Linux totale. Voilà. Et alors ça a marché, ou est-ce que tout ce qui a été mis en œuvre après les executive orders et la réaction de l'industrie à la backdoor XZ a permis de contrer ces attaques? Alors non, bien sûr. Alors pour ça, ce qu'on a essayé de faire, du coup, c'est qu'on s'est intéressé, il faut revenir à la manière dont fonctionnent tout simplement les distributions Linux. Alors les distributions Linux, concrètement, c'est des mainteneurs, des gens qui gèrent cette distribution, on pourrait comparer ça à des éditeurs, qui vont récupérer du code source de plein de projets différents qui sont développés par plein de communautés différentes. Donc chaque communauté va développer son projet. Ça peut être, par exemple, la libxz, dans le cas d'XZ. Ça peut être tout simplement votre gestionnaire graphique, le GNOME, le XFCE, qui va bien. Et donc, les mainteneurs vont récupérer ce code-là, vont devoir y appliquer un certain nombre de traitements. Donc ça peut être du fixe de bugs, ça peut être des modifications pour des raisons d'intégration, ça peut être ce genre de choses. Donc ils vont intervenir sur ce code-là un peu comme des développeurs en rajoutant du code. Et ensuite, il faut qu'ils le package. Alors, on va dire qu'ils vont l'empacter pour parler en français. Donc l'empaquetage, je vais pas trouver une meilleure traduction. Et donc l'empaquetage, ça va consister à compiler ce code-là, c'est-à-dire à récupérer le code source et le traduire en langage machine, et puis tout simplement à en faire une archive et à la signer. Donc tout ce processus, ça va être permis par des toolchains, donc des chaînes d'outils qui vont être mis à disposition des mainteneurs, qui vont pouvoir construire le paquet et qui vont pouvoir lui appliquer une étape qui est extrêmement importante pour la suite de notre propos, c'est une étape de signature. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la part des mainteneurs une opération qui va consister à faire office de tampon cryptographique sur le paquet et qui va permettre de garantir aux utilisateurs que ce paquet il proviendra bien de la distribution. C'est-à-dire que c'est une forme de garantie pour l'utilisateur. Ça lui garantit que le paquet est bien issu de la distribution, qu'il est, entre guillemets, officiel. Ça va prouver, entre guillemets, son caractère officiel. Une fois que les paquets sont prêts, ils sont diffusés à la communauté qui va les installer, qui va s'en servir, qui va faire des retours dessus, et c'est un fonctionnement cyclique. Une fois le retour effectué, les mainteneurs de chaque projet vont y apporter des modifications et ainsi de suite. C'est un cycle qui est infini. Voilà. Donc, au niveau des attaques supply chain, la question qui s'est posée pour nous, c'est à quel étage est-ce qu'on peut intervenir? La première chose qu'on peut dire, c'est l'étage upstream, c'est-à-dire l'étage, la première chose qu'on pourrait faire, c'est s'intégrer dans un projet qui est récupéré et modifier du code source. C'est exactement ce qui a été fait pour XZ, c'est-à-dire je m'injecte dans un projet qui va être récupéré par la suite par des distributions Linux afin d'y rajouter du code qui est malveillant, que je sais être malveillant. J'attends que ce code source soit récupéré et soit diffusé à tous les utilisateurs de la distribution et à ce moment-là, ils deviendront vulnérables. On s'est rendu compte que c'était difficile à mettre en œuvre et que ça demandait beaucoup de moyens. La deuxième contrainte qu'on a, c'est que cette phase-là, cette prise de contrôle doit intervenir avant la phase de signature. Tout simplement pour que
le paquet et l'air légitime de la part auprès des utilisateurs de la distribution. Donc il est important que notre attaque intervienne avant cette phase de signature, de manière à ce que les packages qu'on aura compromis aient l'air tout simplement légitimes. Donc ça nous laisse pas énormément de possibilités. La première possibilité, c'est d'intervenir au stade de récupération du code source par les différents mainteneurs des distributions. Donc ils ont des logiciels qui leur permettent de gérer le code source et de le garder. La deuxième évidente possibilité, c'est d'intervenir au moment de l'empaquetage, de la fabrication de ces paquets-là. Donc, il y a une chaîne d'outils qui est mise à disposition des mainteneurs qui leur permet de fabriquer tout ça. Et donc, c'était d'intervenir et de compromettre cette chaîne d'outils-là. Donc, c'était les deux possibilités qu'on avait. Mais devenir développeur d'une bibliothèque que tout le monde utilise, ça, c'était trop long, trop compliqué ? Là, on estime que c'est quelque chose qui est compliqué dans le sens où, par exemple, pour XZ, ça a nécessité 3 ans de travail, mais 3 ans de travail quasi quotidien de la part du mainteneur. Il faisait pas semblant, en fait. Il faisait du vrai travail, pardon. Exactement. Donc, c'était probablement plusieurs personnes. Et qui devaient suffisamment avoir l'air de bonne qualité pour que l'utilisateur ait l'air légitime. Voilà. On n'est pas assez bon développeur pour ça, exactement. Donc les deux possibilités qui s'offraient à nous, c'était ça. Intervenir au moment de la gestion des sources ou intervenir au moment de la fabrication du paquet. Si tu compromets pour pouvoir compromettre le package, tu vas committer du code qui va être considéré comme du code valide alors qu'il ne l'est pas. Comment est-ce que vous avez fait ça ? Alors nous, l'objectif dans ce cas-là, c'était de compromettre l'outil qui permet de fabriquer ces packages pour pouvoir modifier éventuellement à la volée au moment de la génération du paquet, de pouvoir modifier soit le fonctionnement du paquet, soit effectivement le code source qui est compilé, de pouvoir y injecter des choses. Non, pas des bons développeurs. Il y a ChatGPT qui aurait l'air qui se permettrait de backdoorer tout simplement le package final. Mais pourquoi la compromission du package est plus facile que la compromission de la librairie? Du coup, la différence avec XZ et la plupart des attaques sur la chaîne d'approvisionnement qu'on voit ailleurs, c'est que là, on a visé l'infrastructure. Donc, en gros, on peut modifier les paquets à la volée au moment de leur compilation. On peut aussi modifier les paquets à la volée au moment où ils sont stockés. C'est-à-dire qu'on pourrait modifier un des patchs développés par l'un des mainteneurs de la distribution au moment où il est réalisé. À la fin, le paquet final, il contiendrait notre porte dérobée. Donc, c'est-à-dire que si on est dans le cas d'une distribution qui aurait des paquets reproductibles, on pourrait le détecter. Mais en pratique, il n'y a aucune des grandes distributions Linux qu'on pourrait qualifier de mainstream qui supporte ce genre de feature de sécurité. Donc, par exemple, comment vous y êtes pris pour Fedora ? Si on prend vraiment un exemple concret, qu'est-ce que vous avez compromis ? Donc, dans le cas de Fedora, on a cherché le maillon le plus faible de l'infrastructure. Ils hébergent différentes solutions. Notamment, il y a une qui est là pour héberger le code source des paquets, qui s'appelle Pagure, qui est développé en interne par Fedora, par 1 ou 2 développeurs. Ils vont stocker donc un lien vers la source du paquet. Ça peut être un FTP quelque part, un dépôt GitHub. Ils vont stocker leur patch, ils vont stocker un changelog pour informer les utilisateurs de Fedora des changements apportés par la distribution. Et ça nous a paru être un point particulièrement faible parce que c'est quelque chose sur lequel on peut s'enregistrer nous-mêmes, on peut se créer un compte utilisateur en tant que contributeur Fedora, on peut pousser nos propres paquets, et en fait ça nous donne un peu une interface à la GitHub avec des actions Git classiques, on peut modifier des fichiers, on peut lire des fichiers, on peut avoir accès à un historique, et ça nous a mis sur le chemin d'une classe de vulnérabilité qui s'appelle les injections d'arguments, qui sont un peu tombées en désuétude récemment, et on a pu en identifier une de ces injections dans une fonctionnalité authentifiée de l'application. Ça nous a permis d'exécuter des commandes arbitraires sur une instance Pagure de Fedora. Et petite question sur toute cette infrastructure Fedora, parce que je pense que vous avez peut-être fait un petit peu d'OSINT, vous avez regardé, je sais pas, par exemple les sous-domaines Fedora pour voir qu'est-ce qui pouvait tourner. C'est quoi là l'écosystème ? On parle de combien d'applications qui sont dans cette infrastructure de packaging ? Il y en a qu'une ou deux, ou on est sur un écosystème où il y en a peut-être une trentaine ? Alors, on est aussi mauvais en OSINT, donc on est juste allé sur la page des contributeurs de Fedora qui liste toutes les applications de l'écosystème. C'est une distribution Linux qui est open source. Toutes les contributions se font en public. Donc, en gros, il y a une page qui liste toutes les applications qui sont utilisées sur la chaîne d'empaquetage de Fedora. Il y a de mémoire, on va dire une douzaine d'applications qui existent. Donc, on a on a le stockage de code source des paquets, on a leur compilation, on a leur distribution. Et après, derrière, on a différents outils pour les développeurs pour leur permettre de collaborer dessus. Donc on a juste cliqué un peu partout, on a vu ce qui avait l'air d'être fait maison, et on a pris le plus simple.
Et du coup, est-ce que c'est normal pour une distribution Linux que vous puissiez vous inscrire comme ça et commencer à interagir avec le cycle de développement du logiciel, ou c'est propre à Fedora et par exemple si on essayait de faire ça sur, je sais pas moi, Debian ou OpenSUSE, ce serait similaire? En fait, je pense que l'analogie avec GitHub, elle marche bien parce que ces forges de logiciels-là, elles servent à la fois à développer ces projets, enfin à développer ces paquets, elles servent à en proposer de nouveaux pour leur intégration dans la distribution, et ça sert aussi à remonter des problèmes qui sont spécifiques à la distribution. Comme Maxime l'a précisé, les patchs, ça peut être du bug fixe, mais souvent ça va être de l'amélioration de l'intégration du paquet avec le reste de l'écosystème. Ça veut dire que si Fedora, par exemple, a quelques spécificités dans son installation de KDE, certains paquets vont devoir le refléter, donc on va avoir besoin de ces modifications-là. Donc en cas de bug dans ces modifications, il va falloir qu'on le remonte au mainteneur de Fedora, et ça va se faire à travers cette plateforme. C'est vraiment comme GitHub avec des issues, des pull requests et du code source qui est hébergé. Et cette compromission, on va dire, d'infrastructure, en tout cas à partir sur ce type de scénario, combien de temps ça vous a pris? Et donc, ce que je comprends, c'est que vous avez trouvé des CVE sur l'outil Pagure. Vous avez fait une responsible disclosure. Comment ça s'est passé au niveau de ce processus-là? Est-ce qu'ils l'ont bien pris? Ou alors ils se sont dit que vous alliez potentiellement vraiment compromettre les ISO, etc. Alors, du coup, on l'a fait en effet dans la règle. Il y a eu un peu de délai entre la découverte du bug et son exploitation, puisque du coup, ça a dû être exploité sur une VM en local. Ensuite, on a demandé l'accord de le faire sur une instance de test pour vraiment ne pas leur reporter quelque chose qui aurait été dû à notre déploiement local. Mais bout à bout, c'était, on va dire, 2 semaines pour Pagure de travail, vraiment de travail. Après, niveau temporel, forcément, il y a des week-ends, il y a du temps entre les deux. Et ça a été très bien reçu. Comme on a dit, Pagure, c'était vraiment un des maillons faibles, puisqu'on a vu qu'il y a très peu de développement sur les plateformes. Sauf qu'en fait, les derniers patchs avaient quelques mois, on voit qu'il y a 1 ou 2 développeurs, et en fait, il y a peu de release depuis, je crois, plus de 6 mois sur Pagure. C'était un peu mis en pause. Donc quand on a disclose tous ces bugs, ça a un peu redonné la vie au projet. Ils ont dû corriger des problèmes avec Python, c'est un projet Python. Ils ont dû corriger des problèmes de compatibilité Python pour pouvoir pousser leur patch de sécurité. Mais en pratique, il y a eu un patch de sécurité sur leurs instances de production qui a été déployé en quelques heures. Et après, dans la semaine globalement qui a suivi, il y avait une vraie release qui réglait les problèmes de compatibilité avec Python et les problèmes de sécurité. Mais depuis, le projet est un peu remis en pause puisque il y a un développeur vraiment à temps partiel là-dessus, et c'est pas un projet qui est activement développé par Fedora. Ou qui est activement développé par Red Hat, qui est un gros contributeur de Fedora. Moi, ça me semble pas beaucoup, 2 semaines en fait. Si d'autres organismes sont prêts à investir 3 ans pour aller backdoorer un système, du coup, est-ce que vous êtes les premiers à avoir trouvé cette faille, ou est-ce que en fait potentiellement d'autres personnes l'avaient? Est-ce qu'ils ont fait du forensics? Sur Pagure, on a partagé un peu des IOC comme on a pu, juste dire l'injection sans tel paramètre, ça ressemblerait à peu près à ça. Ils ont regardé les logs, mais bon, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'une vraie entreprise, ou appeler d'un coup une entreprise de forensic à la rescousse pour vraiment pouvoir creuser tout. Ils pensent pas que ça a été exploité avant. Voilà, dans les limites de ce qui a pu être collecté. Et donc l'exploitation de cette vulnérabilité permettait d'exécuter du code, et vous en êtes arrêté là, ou vous avez aussi implémenté une backdoor Non, parce qu'on est vraiment parti du fait que c'était possible. C'est-à-dire que l'exécution de commandes se faisait vraiment avec le même utilisateur qui est utilisé pour faire tourner l'instance de Pagure, qui sert aussi à stocker tout le code sur Git. En gros, on aurait eu les permissions d'aller modifier les dépôts directement ou modifier Pagure lui-même. C'est-à-dire qu'on pourrait modifier Pagure et les dépôts, par exemple pour cacher la portée dérobée, pour qu'elle soit dans le code source qui est compilé ou impacté par la suite, mais qu'il ne soit pas affiché dans l'interface. Tout ça aurait été possible. Oui, c'est le fameux reflecting, trusting trust. Si vous modifiez à la fois le compilateur et le résultat, le programme, du coup, la backdoor reste permanente. Et quelqu'un aurait pu backdoorer GCC 1.0 et sa backdoor existerait encore aujourd'hui. Et par contre, c'est vrai que on leur a demandé quand même l'autorisation de lancer notre attaque sur l'instance de test, mais derrière, on n'a pas tenté d'élever nos privilèges ni rien. Je pense ça devient un peu les nuits grises là, dans ce genre de choses. Je pense que c'est bien de s'amuser, de le vérifier sur une vraie instance, de dire que voilà, c'est vrai, ça a pu marcher. Par contre, on ne veut pas aller trop loin et leur casser les pieds non plus. Et donc là, vous avez fait Fedora. Est-ce que vous avez fait un autre fait d'armes? Donc on a fait également OpenSUSE. Alors OpenSUSE, on s'est attaqué à un autre composant logiciel. C'est un composant logiciel qui est développé donc par leur communauté qui s'appelle Open Build Service. Par leur communauté.
Le principe, c'est que ce logiciel Open Build Service, il a pour rôle de récupérer les sources de paquets, de les compiler, d'empacter le paquet, c'est-à-dire d'en faire une archive au bon format, et puis d'appeler un composant qui va signer ce paquet-là avant de le rendre à l'utilisateur. Donc c'est l'étape d'après dans la chaîne de fabrication des paquets, c'est-à-dire que c'est la partie empaquetage. Donc Open Build Service, c'est utilisé par OpenSUSE, mais pas uniquement. C'est utilisé par 21 autres distributions Linux qui sont, on va dire, des distributions périphériques à la méta-distribution OpenSUSE. C'est également utilisé par des compagnies, par des sociétés qui ont besoin d'éditer leurs propres paquets, parmi lesquels on compte Dell et Intel, par exemple. Donc leurs instances sont pas exposées sur Internet, je vous rassure, mais celle d'OpenSUSE l'est. Et celle d'OpenSUSE l'est, et elle permet également à un utilisateur lambda, donc elle m'a permis de créer un compte sur l'application et de pouvoir commencer à jouer avec l'instance officielle de SUSE. Voilà. Et là aussi, c'était de l'injection de paramètres ? Exactement. En fait, le principe, c'est que cette application, elle permet, donc elle gère la connexion des utilisateurs, etc. Elle gère la récupération des paquets, et puis elle gère la fabrication de l'archive et la compilation. En fait, tout ça, ça fait appel à des commandes système, qui sont des commandes que l'on sait être particulièrement vulnérables aux injections d'arguments. Donc parmi lesquelles il y a la manipulation de tous les gestionnaires de version, Git, SVN, etc. Il y a la manipulation des archives, donc tout simplement tar, zip, etc. Tout ça, c'est des commandes qui sont vulnérables aux injections d'arguments, qui peuvent l'être en tout cas. Donc en cherchant là-dedans, on s'est rendu compte qu'il y avait un composant qui permettait à l'utilisateur de préciser à l'application où aller chercher du code source sur un serveur tiers. Et donc ce composant logiciel-là, il faisait appel à une commande système qui s'appelle wget. Et dans wget, on peut injecter un argument, et là en l'occurrence, ça permet de lire un fichier sur le file system, d'écrire un fichier sur le file system également, et puis d'exécuter un binaire. Et il est structuré comment, l'argument qui va exploiter la vulnérabilité ? En gros, hein. Alors là, c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que wget prend une URL en paramètre. Donc on lui dit wget telle URL, ça génère une requête. La requête, elle va chercher la ressource et puis elle nous la rend. Le principe, c'est que wget, pour fonctionner correctement, il faut qu'il ait une URL valide qui lui a été spécifiée. Donc si on remplace l'URL par un argument, ça fonctionne pas, tout simplement parce que si j'ai wget une option mais pas d'URL, tout simplement l'exploitation n'est plus possible puisque la commande tombe en erreur. Il se trouve qu'il y avait une deuxième option qui était spécifiée dans le logiciel et qui permettait de dire à wget d'aller chercher son URL dans un fichier. Donc en fonctionnant comme ça, on avait juste à téléverser un fichier avec une URL dedans, à lui spécifier d'aller chercher son URL dans ce fichier-là et de remplacer l'URL légitime par un argument. Et à ce moment-là, on avait une injection d'arguments valide. Et donc l'injection d'arguments dans wget est particulièrement pratique puisqu'il y a une option qui s'appelle useAsPath qui permet d'appeler un binaire qui va être exécuté. Alors il faut voir que Open Build Service, c'est au niveau du code, c'est quelque chose d'assez tentaculaire. C'est-à-dire que c'est une application graphique qui est en Ruby on Rails, qui elle-même appelle des scripts Perl, donc qui écoutent sur certaines sockets, qui eux-mêmes appellent des scripts bash selon les cas ou selon les services qui sont appelés. Et donc arriver à suivre tout le code et tout le fil d'exécution, c'est quelque chose de fastidieux. Voilà. Peut-être, oui. Oh, c'est plus simple qu'Ivanti. Et c'est pas une coïncidence qu'on, dans les deux cas, ce soit des injections d'arguments, puisque de la même façon qu'on a cherché les points de l'infrastructure qui vont être les plus faibles, les maillons les plus faibles, on s'est aussi dit qu'on allait chercher les injections d'arguments, puisqu'on sait que c'est un peu désuet, on sait qu'il n'y a pas grand monde qui en cherche, on sait qu'il n'y a pas grand monde qui en trouve, en tout cas, qui les publie, et du fait qu'il y ait toutes ces commandes Git, wget, etc., qui soient appelées derrière, c'était vraiment des cibles faciles dans les deux cas. Donc c'était pas du tout une coïncidence, c'était vraiment volontaire, on a cherché à aller au plus simple, le plus vite possible. Et là, vous y êtes pris comment en termes de méthodo ? C'est-à-dire que le code est disponible sur Git, vous faites un Git clone et puis vous y allez à coup de grep, là, un peu comme des sagouins, là, et puis bon, ça passe, quoi. Il y a un truc assez intéressant, du coup, vu que tout est open source, on peut tout déployer chez nous,
Donc on peut les lancer, on peut interagir avec l'application, on peut essayer de créer notre propre dépôt, on peut jouer un peu avec les features. Et les injections d'arguments, c'est quelque chose qui arrive quand on invoque une commande externe et qu'on va pouvoir lui passer un argument supplémentaire qui n'était pas forcément prévu. Ça garantit pas d'avoir une RCE derrière tout de suite à chaque fois, mais c'est quand même déjà un comportement qui est inattendu pour le développeur. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive au runtime. Donc on peut juste faire un strass, voir un peu toutes les commandes qui vont être exécutées, puis on va mettre un peu des mots-clés à gauche à droite, et puis on va voir dans notre strass si jamais une commande prend pas un guide qui va être appelé avec notre mot-clé. Et là, souvent, ça donne un résultat. Et c'est vraiment l'approche, on va dire quick win, qui nous intéresse, c'est pas l'exhaustivité. On fait pas un audit pour un client. On veut un bug qui soit un bon bug assez rapidement. Voilà, on installe l'application. La plupart du temps, c'est ce qui prend le plus de temps. C'est vraiment le déploiement, d'avoir quelque chose qui colle à peu près à la vraie vie. Et une fois que c'est là, on fait du strass, on fait un peu de grep. Alors, et souvent, ça tombe assez. Et là, ça vous a pris combien de temps pour trouver ces vulnes ? Pour la partie Open Build Service, ça a pris 2 semaines de travail. Pour ce qui est de la partie méthodo, comme l'a dit Thomas, même principe, c'est-à-dire il arrive à un stade où suivre on peut cibler les vulnérabilités spécifiques d'injection d'arguments, les suivre tous les fils d'exécution. Il y a des moments où c'est un peu compliqué. Donc dans ces cas-là, STRAS, on suit les process qui sont appelés, et puis on arrive à avoir un profil à peu près de ce qui se passe. Ça t'évite de lire du Ruby à chaque fois aussi. Effectivement. Ah, c'est fabuleux. Bravo. Ouais. Donc 2 semaines, là aussi, 2 semaines pour arriver à... 2 semaines de travail. Ouais. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on se pose comme question ? C'est une bonne question, justement, parce qu'il n'y a pas de solution vraiment magique là-dessus. On est vraiment sur des problèmes qui sont rarement mis en avant, déjà. On entend souvent parler du typo-squattage, on a beaucoup entendu parler de XZ, des problèmes de confiance dans les paquets, dans l'origine des paquets. Par contre, la compromission d'infrastructure, il n'y a que peu d'exemples publics, et même les différents référentiels comme Salsa, qui sont un peu là pour parler de la sécurité de nos dépendances, ils excluent volontairement la compromission de l'infrastructure, de leur modèle. Parce que c'est trop compliqué de prendre ça en compte. Donc on peut peut-être faire des petits trucs avec Sigstore, essayer de faire l'attestation des différentes étapes du paquet au moment de son empaquetage, avant sa publication et sa signature avec GPG de façon assez classique. Mais c'est pas vraiment une solution. C'est la réduction de risque. En fait, voilà, il va pas y avoir une seule chose à faire pour éviter ça. On y réfléchit et c'est vrai que déjà une chose par contre, c'est que OBS il est là pour compiler le code. Fut un temps, pas si lointain, il y a quand même beaucoup d'autres distributions où on compile le code nous-mêmes. Par exemple, on va prendre Gentoo, le code, il est compilé sur notre machine, on peut avoir des serveurs de compilation et de cache mis en place au sein de l'infrastructure de l'entreprise, mais on va pas tirer des paquets préconçus. Donc déjà, ça peut nous enlever tout le risque de la compromission d'Open Build Service si on tire ces définitions de paquets nous-mêmes et qu'on les construit nous-mêmes. Par contre, on a toujours le problème de la confiance qu'on va donner à l'upstream, donc à la source du paquet, et aux modifications apportées par les développeurs de la distribution. Donc là, on peut faire des attestations à gauche à droite, mais ça reste quand même assez compliqué et pas facilement implémentable, surtout que là, on l'a dit pour Pagure, c'est 2 développeurs dans un garage, clairement pas à plein temps là-dessus. Enfin, si tu as déjà essayé de compiler LibreOffice, je pense que la planète ne dit pas merci. Hein. Je veux dire, si chaque utilisateur de LibreOffice ou même du noyau Linux doit le recompiler, t'imagines l'empreinte carbone que ça représente. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, en fait, la plupart des gros systèmes, bon, déjà, ils ont des composants potentiellement précompilés au close source, parce que tu sais, il y a toujours une lib de décodage qui est propriétaire Adobe ou je sais pas quoi. Mais en plus, ils viennent avec des images Docker, avec toutes les bonnes versions de ces makes, de compilateurs, de machin, qui permettent de builder le truc, parce que si tu essaies de le faire chez toi, en fait, ça marche juste pas. Et donc, en fait, tu transportes le problème sur le backdooring de cette image Docker qui préfaite, qui sert à builder, en fait, le truc, et qui est plein d'outils que tu ne vas pas builder, en fait. Là, on a plein d'outils qui nous disent que telle dépendance pourrait peut-être être vulnérable et qu'InCV qui est sorti là-dessus. Par contre, on a quand même très peu de visibilité sur tous ces composants. Comme tu dis, je récupère un composant déjà compilé, par quoi il a été compilé, par qui, où, quand, comment. Je récupère du code source, alors on ne sait pas forcément d'où elle vient. On peut installer des paquets Python à travers pip, à travers ma distribution directement. Ça vient de partout, quoi. Et là-dessus, on a vraiment zéro visibilité et je vois pas comment on peut sécuriser quelque chose sans savoir d'où ça vient, quoi. On peut pas mettre de contraintes particulières à nos développeurs si on n'a pas vraiment une vue d'ensemble là-dessus. D'un autre côté, est-ce que ça pousse pas justement à faire moins d'open source vos trouvailles? Parce que
au final, ce que je comprends aussi, c'est que le fait que ce soit en open source, que ce soit accessible facilement sur Internet, ça rend le travail quelque part beaucoup plus facile que si vous aviez dû vous attaquer, je sais pas moi, à des codes sources comme disait Nicolas, en close source, sur lequel vous n'avez pas forcément la possibilité de vous intégrer dans la plateforme, de vous intégrer dans le cycle de développement en tant que personne lambda. Alors, moi, si je peux répondre à cette question, je pense que je poserai pas la question comme ça. Est-ce qu'il faut moins d'open source? C'est pas sûr. Je pense que globalement, je pense que l'intérêt de cette présentation pour les RSSI qui nous écoutent, c'est de montrer que finalement, on a tendance à penser que le niveau de sécurité de notre réseau, il est le résultat d'un produit arithmétique de la sécurité de chacun des composants pris indépendamment. Or, il me semble que là, en l'occurrence, la sécurité du réseau, elle dépend aussi d'applications dont on n'a jamais entendu parler et qui sont pas installées dans nos réseaux, qui font partie de l'écosystème open source et qui vont être centrales, donc comme OBS, comme Pagure, qui vont être centrales dans la sécurité des réseaux de chaque entreprise. La vraie question, c'est, à mon avis, est-ce que ça pourrait pas être aussi un prétexte ou un moment pour que les entreprises s'investissent plus dans l'open source et éventuellement investissent dans la sécurisation de certaines infrastructures de l'open source. C'est-à-dire que plutôt que faire moins d'open source, peut-être que on pourrait participer à la sécurisation de tout ça. Donc notamment des pentests, ça coûte cher et ça pourrait être adapté à tout l'écosystème et toutes les infrastructures qu'on a décrits. Puisque finalement l'open source sert quand même bien le monde de l'entreprise, ça pourrait être un retour logique. Ouais. Il y a des exemples d'open source qui arrivent à se faire auditer, je pense à KeePass notamment, qui arrive à quand même avoir un bon niveau de sécurité qui est regardé par beaucoup de monde, mais effectivement c'est malheureusement pas le standard. Est-ce que l'infrastructure de KeePass, est-ce que l'infrastructure de build est aussi dans le rapport d'audit ou est-ce que c'est juste le produit final? Et sur la partie découverte de vulnérabilité, pour être honnête, on a fait du red team. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont aussi fait du red team. Quand tu es en red team et qu'il n'y a qu'une infra qui a du soft propriétaire, du VPN, tout ça, on prend celui qui a l'air d'être le plus vieux, le plus fragile, on prend la version démo gratuite sur le site, on a une RCE en 10 minutes et derrière on compromet l'infra du client comme ça. Donc je pense que là, vu qu'on a ciblé volontairement la distribution Linux, ça faisait partie un peu du challenge à l'origine, donc forcément on est passé par des composants open source. On se serait dit, on attaque Microsoft. Je pense qu'on a trouvé un serveur Microsoft un peu perdu avec un CMS un peu perdu et que ça se serait aussi passé comme ça. Mais est-ce que c'est pas le rôle de l'Open Source Security Foundation ou de la CNCF de justement faire ces audits, centraliser tous les projets majeurs et s'assurer que ça tourne de manière sécurisée? Alors justement, ils ont un groupe de réflexion autour de la sécurité des dépôts, des paquets. Mais ça, ils sont plutôt du côté gestionnaire de dépendance logicielle, qu'on a aussi compromis par le passé. On pourra faire un autre épisode là-dessus. Ils sont pas tant que ça sur la partie distribution. Dans le cas, il y a une réflexion qui en tient compte, mais c'est vrai qu'ils vont surtout essayer de définir des niveaux de sécurité auxquels doivent répondre les différents dépôts, et dire que voilà, l'application ne tourne pas en route, l'application a été auditée. Ils vont essayer de pousser un peu un référentiel, et derrière, c'est aux différentes distributions d'essayer de s'y conformer tant bien que mal, parce que là, on va pas avoir pas les mêmes moyens, et puis pas les mêmes contraintes non plus. On va jamais les forcer à le faire. Par contre, si on a une entreprise... Mais ça va jusqu'à mettre Pardon, vas-y, excuse-moi. Par contre, si on est une entreprise et qu'on a conscience qu'on utilise des chaînes d'approvisionnement qui sont plus fragiles que d'autres, on peut quand même essayer de se dire que on va essayer de leur interdire leur utilisation au sein d'entreprise, par exemple, pour les projets, et qu'on va plutôt en préférer une autre. Ça va tendre vers certaines monocultures, par exemple que toutes les images de l'entreprise, tous les serveurs, toutes les images Docker soient du Ubuntu. Mais si on a plus confiance en Canonical qu'en Fedora pour gérer l'infrastructure, ça me semble être quand même la bonne chose à faire. Et peut-être une question autour quand même de tout ce qui est SBOM, donc Software Bill of Material. Est-ce que les principes même SBOM permettent de dire voilà, on a finalement un système globalement composite où on va fetcher des librairies un petit peu partout et avoir un vrai référentiel qui permet de dire tiens, j'ai récupéré cette lib, telle version à tel endroit, je l'ai buildé là, où finalement on récupère un référentiel, parce que derrière on pourrait très bien se dire le coup d'XZ, tiens, quels sont mes systèmes qui sont compromis parce qu'on a fetché cette lib à tel moment entre cet intervalle de temps. Est-ce qu'on
vous voyez par exemple des initiatives autour d'SBOM qui vont jusqu'à cette granularité? Alors j'imagine pas la complexité là, mais est-ce que vous voyez des choses comme ça aussi là pour... Je n'ai pas vu personnellement, mais moi, ce qui me fait peur une fois de plus, c'est que là, ça tombe un peu, du coup, on pousse la responsabilité à la distribution Linux. Sauf qu'ils ne peuvent pas forcément se le permettre. Et avoir une homogénéité, avoir ce système homogène entre toutes les distributions Linux pour garantir la sécurité des paquets et l'infrastructure et tout ça, ça me semble quand même très compliqué, quoi. Sans avoir un investissement majeur ou qui puisse être répliqué, qui puisse être fait quelque part une fois et ensuite répliqué sur les autres distributions. Mais là, une fois de plus, en fait, je pense qu'on a en tête de se dire, toutes les distributions Linux, c'est des entreprises, c'est des machins. En fait, c'est vraiment 10 personnes dans un garage et quelquefois des sponsors, on va dire corporate, mais qui développent ce qui les arrange et ce dont ils ont besoin en priorité. Et l'infrastructure, ça en fait que rarement partie. Je vais essayer de poser une question qui touche presque à la religion, mais est-ce qu'il n'y a pas une distribution Linux qui sortait du lot et que vous avez trouvé un peu mieux dans votre étude, ou c'était pareil partout où vous avez regardé? Alors, bon, concrètement, on n'a pas fait le tour parce que là, on est en train de parler de chaîne de fabrication de packages et de gestion de sources. Chaque distribution Linux, globalement, elle a un peu des combinaisons différentes de chaînes et d'outils. On peut partir sur le principe, sans vouloir faire peur à tout le monde, que des distributions Linux qui distribuent des sources plutôt que des paquets compilés offrent déjà moins de prise à ce type d'attaque. Donc typiquement, Gentoo, puisque Gentoo c'est une distribution qui a la spécificité, c'est pas la seule, mais c'est une des distributions qui a la spécificité de distribuer des sources que chaque utilisateur recompile plutôt que des paquets compilés que chaque utilisateur déploie. Ça permet de limiter leur utilisation de ces outils et éventuellement de limiter leur surface d'attaque. Mais ça ne prévient pas contre tout. J'ai cru que tu allais dire OpenBSD à un moment, mais... Ça pourrait être sur la cible, sur la liste Ça pour la pourrait. suite. Après, c'est vrai qu'à une époque, sur IRC, ce qui se faisait quand tu compromettais une machine, c'est que tu te connectais sur IRC, comme ça tu avais ton reverse DNS qui s'affichait à tout le monde, et le jeu c'était d'arriver avec le reverse DNS de kernel.org. Bon, maintenant c'est peut-être un peu passé de mode, mais ça pourrait être aussi une idée de choses à faire par la suite. Pour finir sur la remarque de tout à l'heure, aujourd'hui, il est totalement impossible de reconstruire l'informatique de zéro. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tenté en fait de repartir, on va dire, du premier commit de Kernighan and Ritchie, ou même avant ça, et de refaire toute la chaîne en réutilisant toutes les versions. Et en fait, il y a des problèmes structurels qui font qu'aujourd'hui, si on repartait de zéro, on ne saurait plus reconstruire la dernière version de GCC ou de LLVM parce qu'elle a besoin de celle d'avant, et celle d'avant, à un moment, a besoin d'une version qui ne supporte que certains types de processeurs, par exemple, qui ne sont plus fabriqués, et donc du coup, l'instruction MMX qui va bien n'est pas dispo. Donc aujourd'hui, si quelqu'un a mis une backdoor en 1990 ou en 1970 dans le tout premier compilo, c'est plus possible de la détecter, de la détecter si, mais la supprimer, non. C'était juste une petite pensée métaphysique. Je pense que les RSSI vont encore avoir encore plus peur et vont faire des cauchemars après. Ok Thomas, Maxime, est-ce que vous souhaiteriez ajouter le mot de la fin? Non, mais aujourd'hui, vous recherchez les moyens de continuer à faire d'autres recherches similaires, ou vous cherchez rien de particulier, ni à vendre, ni à recruter? Oui, comme mot de la fin, on pourrait dire simplement que du coup, la sécurité, c'est un travail quotidien et pour ça, il faut faire des pentests et éventuellement les demander, passer par Fenrisk, c'est un bon début. Ouais, de mon côté, c'est vraiment le truc, ça va faire 2 ans que je suis dans une question d'arguments partout. Il y en a partout. Et c'est simple à exploiter, c'est simple à trouver, c'est vraiment la joie, et du coup, derrière, on peut faire de la recherche comme ça, donc ça vaut la peine de s'y intéresser. Ouais, mais on peut même envisager des gens qui ont mis des commandes cachées, invisibles, que personne connaît, juste pour pouvoir injecter, enfin une option cachée, juste pour pouvoir injecter cette option cachée. Moi, je me souviens à l'époque où j'avais audité des produits connus, ce que j'avais surtout découvert, c'était qu'il y avait des tas de choses de la version d'après qui étaient déjà implantées dans la version d'avant, mais invisibles et non documentées. Voilà, donc ça laisse plein de perspectives. Oui, bien Maxime, Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.